Donc, on va voir maintenant la partie qui est sur votre plan de cours, qui est les postulats de la vérification. Je ne sais pas ce que vous vous rappelez des postulats comptables qu'on a vu, pas qu'on a vu, mais que vous avez vu, sûrement vous avez vu dans la partie comptabilité 2, comptabilité 1, l'indépendance des exercices, la continuité de l'exploitation, la personnalité de l'entreprise, l'unité de mesure monétaire, etc. Donc, si vous les avez vus, ok, très bien, merci. Donc, si vous les avez vus, bah, c'est le même principe, pas le même principe sur le plan comptable, mais c'est des notions, c'est des bases sur lesquelles la vérification doit se baser pour aboutir à un bon résultat. Donc, il y en a pas mal de postulats, donc j'ai sélectionné les principaux postulats. Un postulat peut se définir comme étant un énoncé ou une proposition légitime et incontestable. Toute discipline fonde sa théorie sur des postulats. Comme les postulats comptables, sur la base des postulats comptables, on peut trouver les principes comptables et sur les deux, on fait ce qu'on appelle les principes comptables généralement reconnus. Donc, parmi les postulats, on va trouver les états financiers et les données financières sont vérifiables. Ça veut dire que les vérificateurs, pour qu'ils vérifient des états financiers, il faut qu'ils trouvent des états qui vont permettre aux vérificateurs d'appréhender les chiffres et d'essayer de les vérifier. A priori, il n'y a pas de conflit d'intérêt entre le vérificateur et la direction d'entreprise faisant l'objet d'une vérification. Je ne peux pas être un directeur d'une entreprise et en même temps, je suis le vérificateur. Ou bien, j'ai ma fille qui est vérificatrice. Ou bien, j'ai ma femme qui est vérificatrice. Je ne peux pas, moi je suis en tant que vérificateur externe, je ne peux pas aller vérifier l'entreprise de ma fille ou de ma femme. Okay? Donc, il y a un conflit d'intérêt. C'est mieux de dissiper et d'éviter ce conflit. A priori, il n'y a pas de collusion ni d'autres formes de fraude dans les états financiers et dans les informations soumises aux fins de vérification. Généralement, pour que la mission de vérification externe donne de bons fruits, il faut que les états financiers soient vérifiables et il faut que les informations fournies, normalement, ne vont pas m'induire en erreur. Au contraire, il faut qu'ils m'aident, il faut qu'ils me guident dans la bonne voie, le bon chemin pour parvenir à mieux réaliser ma mission et à mieux exprimer une opinion basée sur des informations fiables, vérifiables, pertinentes, exactes et sincères. Sans ce postulat, il faudrait admettre que le vérificateur possède un ensemble d'outils lui permettant de découvrir n'importe quelle fraude. On va voir l'autre. Parmi les postulats, un système de contrôle interne satisfaisant élimine la probabilité d'erreur et de fraude. En partant de l'idée comme quoi, au sein de l'entreprise, l'ensemble des éléments mis en disposition des intervenants, des opérateurs au sein de l'entreprise qui forment ce qu'on appelle le contrôle interne, si ce dispositif il est fiable, il est satisfaisant, il est renforcé, il est solide, il est bon, moi je ne vais pas dire que le risque il est absent, il est zéro, non, mais je minimise dans une certaine mesure, sur certains seuils de tolérance, je peux dire que mes opinions seront étayés par des faits et des informations immanentes d'un système qui est contrôlable, solide, satisfaisant. Donc, le risque, il est minime. L'application des principes comptables généralement reconnus assure une présentation fidèle de la situation financière et des résultats d'exploitation. Et l'entreprise qui respecte
les principes comptables, les postulats comptables, automatiquement, dans une large mesure, dans un grand pourcentage, dans une forte probabilité, les états financiers, sûrement, ils vont refléter et présenter une image fidèle de la situation financière et des résultats d'exploitation de l'entreprise. À moins d'indications contraires, ce qui était vrai dans le passé pour l'entreprise faisant l'objet d'une vérification continuera de l'être dans le futur. Supposons que je suis en 2020 et je suis en train de vérifier l'exercice de 2019. Parmi les dossiers, les éléments qui vont constituer mon dossier de mission, il y a les rapports précédents. Donc, on prend par exemple le rapport de 2018. Tout ce qui est énoncé dans 2018, ok, il faut que je le prenne en considération dans la vérification de 2019 que je suis en train de faire en 2020. Donc, tout ce qui a été mentionné dans le rapport en ce qui concerne le contrôle interne, l'état de contrôle interne, les anomalies, les recommandations, les analyses, l'opinion, tout ça, je dois le prendre en considération. Et il faut que je continue à toujours à prendre en considération durant l'exécution de ma mission de vérification externe. Et même chose pour mon rapport là, de 2019 que j'ai fait en 2020. Si on me redonne le mandat de faire les vérifications externes pour 2020 en 2021, en 2021, je dois prendre en considération le rapport que j'ai fait en 2020 concernant l'exercice financier 2019. Autre postulat, lorsque le vérificateur examine les données financières dans le but d'exprimer une opinion, l'expert comptable agit exclusivement à titre de vérificateur. Ça veut dire qu'il faut, il y a une norme numéro, je crois, 230, 250, relative à l'indépendance, je crois 200, relative à l'indépendance et la neutralité. Je suis un vérificateur, je dois rester vérificateur. L'opinion, je dois le formuler sur la base des résultats que j'ai eus suite à mes techniques et mes procédures d'audit que j'ai faites. Donc, je dois rester toujours cadré par le fait d'être vérificateur neutre, indépendant. Le statut du vérificateur indépendant impose des obligations équivalentes. C'est la même chose. Maintenant, on va voir l'acceptation d'un mandat de vérification.